Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous avons vraiment l'honneur et le privilège pour cette émission Le défi de la vérité sur François de recevoir aujourd'hui une personnalité hors du commun. Prix Nobel de médecine en 2008, le professeur Luc Montagnier. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, avant toute chose, pourquoi avez-vous choisi de vous exprimer aujourd'hui sur François ? François, c'est un journal qui parle de la vérité. Et c'est assez rare en ce moment dans notre époque. Alors on va revenir justement sur cette déontologie de l'information. Et tout d'abord, la première question, c'est qu'on se souvient de cela il y a quelques mois maintenant. Vous êtes passé sur une autre chaîne de télévision concurrente. À la suite de cela, vous avez été véritablement vilipendé. Vous avez été mis au pilori en quelque sorte. Comment avez-vous vécu véritablement cette situation très périlleuse pour vous depuis quelques mois? D'ailleurs, d'abord, je l'ai vécu dans les situations précédentes. Même pour le VIH, c'était une bataille scientifique, mais aussi non scientifique. Donc j'ai un peu l'habitude de ça. Disons, si nous sommes ici, c'est que nous deux, nous avons le courage de dire ce que nous pensons. Alors c'est vrai qu'il y a une campagne véritablement de dénégation contre vous aujourd'hui. On la sent, on la voit, elle a été une violence inouïe. Est-ce que vous avez été véritablement, vous, professeur, affecté par cette situation ? Non, je n'ai pas été vraiment affecté. Mais enfin, j'étais parfois énervé d'entendre des bêtises. Hein. Et les bêtises, qu'est-ce qu'on a entendu dans cette affaire ? Vous pensez qu'il s'agit véritablement de bêtises dans cette affaire aujourd'hui de la Covid ? Alors je les appelle bêtises. C'est bêtises ou bien mauvais calcul, arrière-pensée, tout ce que vous voulez. Mais enfin, disons, la bêtise est souvent, ce que disait Einstein, très répandue dans l'univers et indéfinie. Alors que l'univers est fini, la bêtise ne l'est pas. Bon, j'aimerais vraiment insister sur ce climat de terreur scientifique qui existe véritablement aujourd'hui. Vous partagez ça ? Oui, je suis très inquiet parce que les non-scientifiques vont dire « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Qu'il faut croire, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de vérité scientifique, c'est très grave. Donc c'est les Chinois qui ont commencé peut-être à mentir, mais après d'autres les ont aidés beaucoup. Et maintenant, on ne sait plus où est la vérité. Alors c'est très 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 grave parce que la science perd de son aura, si vous voulez. Si les gens ne peuvent pas se fier à ce que dit un scientifique, pour des problèmes médicaux, pour des problèmes scientifiques et des problèmes médicaux, à qui vont-ils se jeter ? Où vont-ils se jeter ? Mais professeur, pardonnez-moi de vous poser la question, mais on a l'impression aujourd'hui qu'il y a justement autant de vérité que de scientifiques concernant la Covid. Est-ce que c'est votre sentiment ? Non, je pense que nous sommes un groupe peut-être minoritaire, mais qui continue à aller dans la même direction, c'est-à-dire que ce vaccin, il y a peut-être bien sûr une évolution naturelle, de la chance d'isoler des virus proches de l'homme chez la chauve-souris, par exemple. Mais maintenant, on peut dire que, enfin, on est presque tous convaincus, en tout cas tous les gens qui m'entourent, dans un groupe de médecins qui s'appelle Cronimed, nous sommes tous convaincus qu'il y a eu aussi fabrication. C'est-à-dire, et c'est normal, il y avait à côté, si vous voulez, dans la ville de Wuhan, un grand centre de recherche sur les virus des chauves-souris, notamment ce qu'on appelait les SARS dans les années 2000. Et ce laboratoire avait toute l'expertise de biologie moléculaire. Donc, ce que l'on voit après, nous, on voit que le résultat peut être soit résulté d'une évolution naturelle ou d'un traitement artificiel. Et enfin, je peux vous apporter je pense, des preuves convaincantes que c'est en partie artificiel. Alors justement, on va revenir là-dessus, parce qu'en vous entendant, vous persistez et vous signez. C'est-à-dire que vous maintenez l'intégralité des déclarations que vous avez pu faire au mois de mai dernier. Absolument. Et non seulement je confirme, mais en étant, si vous voulez, on a développé, notamment avec mon collaborateur mathématicien Jean-Claude Pérez, on a développé la recherche d'autres séquences, non seulement de VIH, mais aussi de Plasmodium. Il y a aussi la malaria là-dedans. Alors justement, on va revenir sur ces deux points. Tout d'abord, le SARS donc, serait échappé véritablement, d'après vous, du laboratoire. On peut dire ça comme ça ? Échappé, on ne sait pas. Ça peut être
une fuite calculée, si on peut dire, ou un essai, si vous voulez. Là-dedans, je persiste à penser, ce que j'ai déjà dit au mois d'avril, c'est que ces chercheurs, on n'a pas les raisons de mettre en doute leur dire, chercher des vaccins contre le VIH, n'est-ce pas ? Et le coronavirus était plutôt un vecteur, choisi comme un vecteur pour l'expression des protéines du VIH pour faire le vaccin. Et donc ils ont choisi un virus très transmissible, mais probablement ils pensaient inoffensif. Et là, donc il n'y a pas une malveillance à la base, d'après vous? Non, je pense qu'il y a eu une erreur peut-être d'estimation que ce virus qui pouvait donc se transmettre très facilement d'homme à homme n'était pas dangereux, donnait un petit rhume, quelque chose comme ça, mais pas de maladie grave. Et les maladies graves sont quand même venues. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est-à-dire dans la philosophie biologique, on pense toujours un peu comme au 19e siècle, c'est-à-dire une maladie, un agent infectieux, un virus ou une bactérie. Et on ne pense pas qu'il y a en face de nous une certaine intelligence, entre guillemets, intelligence des germes qui nous entourent. Et notamment, ils savent s'associer. Et donc, pour le cas du virus du sida, j'avais déjà émis l'hypothèse, je l'émets toujours d'ailleurs, qu'il y a un cofacteur infectieux, pour le moment une petite bactérie intracellulaire, qui favorise non seulement la réplication du VIH, mais ses effets immunosuppresseurs. Et la même chose peut arriver pour le corona. Il a peut-être avec lui une petite bactérie. Alors ceci repose sur des choses objectives, c'est-à-dire la sensibilité à l'antibiotique, un antibiotique de grand spectre d'action, qui est l'azithromycine, trouvé par le professeur Raoult. Alors on va revenir au cette azithromycine est vraiment très importante pour diminuer les symptômes liés au virus. Alors si je vous comprends bien, pour le grand public qui nous regarde, qui a quand même besoin d'explications un peu didactiques sur le sujet, parce que c'est quand même très, très technique, il y aurait donc d'après vous des morceaux de VIH dans le virus actuel? Il y a des séquences de nucléotides qui codent pour des protéines qui sont d'une taille telle qu'on peut éliminer le hasard, si vous voulez. D'abord, toutes ces séquences, la plupart sont concentrées dans l'extrémité du gène codant pour la protéine de surface du coronavirus. Et ça, il y en a 5, 6, même presque 7 ou 8 qui sont là maintenant, très serrées les unes contre les autres. Bon, c'est pas le hasard. Hein. Oui, c'est peut-être pas le hasard, comme vous dites. Donc, si je vous comprends bien, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, vous mettez un peu la mathématique au service aujourd'hui de la biologie et donc indirectement de la médecine. C'est ce que vous faites, fondamentalement. Je ne suis pas mathématicien. Avec Jean-Claude Pérez. J'ai une collaboration avec les mathématiciens et bien sûr... je trouve que la biologie, de plus en plus, d'abord elle est devenue très numérique, et d'autre part, si on veut expliquer les grands problèmes de la science, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on a un système de différenciation extraordinaire. C'est-à-dire, tout dépend de l'ADN, tout dépend des séquences d'ADN. Et dans cet ADN, vous avez 3% seulement qui codent pour des protéines, pour faire la chimie, on peut dire. Le reste, ce sont des séquences souvent répétées. On ne sait pas à quoi elles servent. On ne sait pas du tout à quoi elles servent. Ça fait des années qu'on les décrit. Et elles sont très importantes aussi parce qu'elles permettent aussi des diagnostics très fins pour les recherches policières, par exemple, pour l'ADN d'un individu. Mais il y a, on peut dire, actuellement un vide entre les mathématiques et la biologie sur ce sujet-là. Ce sujet-là est très important. Et donc, celui qui gagnera, qui déchiffrera le message absolument génial, si vous voulez, des séquences redondantes, aura gagné le combat. Aura gagné un pas important pour l'humanité. Un pas en avant pour l'humanité. Parce que si on arrive à différencier, à contrôler la différenciation des cellules pour faire un foie, pour faire différents organes,
on a permis, à ce moment-là, on permet le remplacement, la régénération de ces organes. Alors d'après ce que je sais, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous? Vous y croyez à ce vaccin-là? Alors là, je serais vraiment très, on peut dire, j'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de les sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur, parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous, professeur? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5, après les vaccinations. Et donc ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient ou même tous les disons, de la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. D'après vous, le vaccin est aujourd'hui quand même la meilleure des solutions face à la Covid? Non, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Enfin, il y a des traitements, il y a des thérapeutiques qui sont actives, qui ne coûtent pas cher, azithromycine, hydroxychloroquine, et il y en a encore d'autres. Il y a également des médecines herbales qui ont peut-être eu des effets également pour la malaria, pour le paludisme, qui peuvent aussi avoir des effets dans cette infection. Enfin, donc, on n'est pas du tout démunis, mais il faut agir. Justement, l'intérêt, si vous voulez, de savoir l'origine de ce virus, c'est un peu, justement, de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore difficile à dire actuellement. Il n'y a pas encore assez de et surtout pas de connaissances précises. Qu'est-ce qui est arrivé dans le laboratoire de Wuhan et dans certains laboratoires américains dans les mois qui ont précédé l'épidémie actuelle. Alors comment jugez-vous aujourd'hui vous avez répondu en partie, mais comment jugez-vous véritablement aujourd'hui ce protocole Raoult et cette obstination finalement qui est la sienne? Eh ben, il a eu raison de se défendre, hein, je crois. C'est effectivement quelque chose d'incroyable. C'est la France qui est la dernière qui a autorisé la prescription de l'hydroxychloroquine. Tous les autres pays l'utilisent, ou presque tous les autres pays. Donc, pourquoi cet acharnement? L'acharnement ne vient pas du professeur Raoult, il vient de ses opposants. Donc n'oublions pas que le vaccin, c'est une bonne chose pour la prévention, mais que pour la thérapeutique, il faut trouver autre chose. Et donc, il faut que la recherche se développe également pour la thérapeutique. Alors, il y a beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Moi, je me souviens de cette phrase de Rabelais, qu'on rappelle souvent, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », en quelque sorte. Vous pensez que ça manque singulièrement de conscience aujourd'hui? Oui, je suis inquiet parce qu'il y a une sorte de déviation intellectuelle des élites, de par leur formation également. Les gens qui décident votre confinement, ce ne sont pas des médecins. Ce sont à l'Assemblée, il y a quand même quasiment un tiers de médecins à l'Assemblée. Il y a un tiers de médecins, mais pas vraiment pour les maladies infectieuses, je ne crois pas. Et donc, il y a une... Mais qui vous soupçonnez, professeur, derrière tout ça? Une ignorance de la réalité des choses. Je prends un autre exemple. Je ne prends pas seulement l'exemple de la maladie du corona, mais par exemple l'autisme, n'est-ce pas? L'autisme, c'est une maladie complexe et qui a été considérée au début comme une maladie psychiatrique. Hein. Ce n'est pas seulement une maladie psychiatrique, c'est une maladie organique. Il y a des lésions, des infections. Alors justement, moi j'ai pris la piste infectieuse et ça marche. Enfin, les antibiotiques donnent des effets très spectaculaires.
Et ceci a été complètement balayé. Pourquoi ? Parce que ça ne rentre pas dans les cadres de lecture. Justement, vous savez, il y a une question qu'on se pose quand on est journaliste, c'est à qui profite le crime ? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Dites-nous, parce que vous avez une idée. Bien sûr, on parle de gens très très puissants, si vous voulez. On peut être très puissant financièrement et tout ignorer de la biologie ou de la médecine et de l'évolution du monde. Mais il y a des gens qui se mêlent de ça. Par exemple, Bill Gates, n'est-ce pas, pour ne pas le citer, Bill Gates. Bill Gates est très riche et veut faire du bien. Et on lui a mis dans la tête que c'est de faire des vaccins pour protéger le monde entier, n'est-ce pas ? Il faudra donc si on le suit, c'est une bêtise. Et si on a un vaccin efficace contre le corona, il faut vacciner toute la population humaine, n'est-ce pas ? Et mettre les gens au pas, empêcher qu'ils dévient de ce qu'on a fixé pour eux. Donc, d'après vous, c'est très clair, c'est Bill Gates qui a tout ça. Mais quand on dit ça à la télévision, on se fait passer pour un conspirationniste. Oui, par exemple, c'est Bill Gates, mais il n'est pas le seul. Mais enfin, c'est pour prendre son exemple, parce que je pense qu'il veut faire du bien, mais il le fait mal. C'est un philanthrope, mais à des fins qui ne sont pas forcément saines. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait un échange. À ce moment-là, je crois que la solution, c'est quand même qu'il y ait un échange entre les spécialistes et les non-spécialistes. Que les non-spécialistes écoutent les vrais scientifiques, ceux qui disent la vérité. Mais où la vérité ? Bien sûr, c'est ça le problème. Alors la vérité scientifique se crée. Mais on voit souvent, au départ, une réticence à partir des dogmes existants. Ça, c'est presque normal. Toute découverte scientifique appelle une discussion, une contestation, et c'est bon. Mais il ne faut pas que une fois que les faits sont établis, il ne faut pas en sortir, c'est pas la peine. Oui, donc d'après ce que vous dites, en gros, les grands scientifiques, les plus grands aujourd'hui, n'ont pas le droit au chapitre. En tout cas, ne me mettez pas dans cette classe. Moi, je suis si les prix Nobel ne le sont pas. C'est la retraite, mais c'est vrai que j'essaye malgré tout, malgré le fait que je suis un peu hors académie, si vous voulez, j'essaye quand même de dire la vérité. Est-ce que vous avez peur, aujourd'hui, professeur, d'être interné pour les propos que vous tenez, comme le professeur Fourtillan, vous savez, qui aujourd'hui est dans un hôpital psychiatrique, qu'on a mis de force dans un hôpital psychiatrique. Oui, ça c'est inadmissible. C'est vraiment, on va très mauvais, très loin dans la mauvaise direction, là. Ça me rappelle malheureusement ce qui était passé à l'Union soviétique de Staline, où on mettait justement les gens qui n'étaient pas d'accord, on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques. Il ne faut pas revenir à cette barbarie. C'est honteux à la France. Et vous avez peur pour vous aujourd'hui ? J'ai pas peur, mais enfin, je suis... ce que je souhaiterais, c'est qu'on m'écoute, c'est surtout ça, n'est-ce pas ? Je suis là pour ça, c'est pour essayer de trouver la vérité, et je pense que la piste, effectivement, de la recherche sur des nouvelles thérapeutiques, et aussi sur des mécanismes fondamentaux de la biologie moléculaire, sont indispensables. Dernière question, est-ce que vous allez vous faire vacciner, vous, aujourd'hui ? Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai été vacciné d'office dans mon enfance, mais non. Mais de la Covid, non. Ça vous le dites. Non. Moi, si vous voulez, dès que j'ai un petit symptôme grippal, je prends de l'azithromycine et un peu de plaquenil parfois. D'accord, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui de la mort ou pas ? Écoutez, c'est le défi de la vérité. Donc si la mort pouvait la repousser de quelques dizaines d'années, ça serait très bien pour moi, bien sûr. Merci beaucoup, professeur, d'être venu et de nous avoir livré donc cette interview exclusive sur François aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous.